Veuillot, le fameux Louis Veuillot, avait eu un jour dans son univers une phrase bien intéressante que je ne crois pas vous avoir encore citée. Il avait carrément dit: il y a deux France dont une n'est pas la vraie. Celle qui est à la ressemblance de M. Gambetta, disait-il. Qu'est-ce que ça voulait dire, ça? La fausse France, c'est la France résistante. La vraie France, selon M. Louis Veuillot, c'était la France qui ne voulait pas résister, c'est-à-dire la France des possédants. Et bien maintenant, nous allons voir la France, la vraie France, au travail, à Versailles. Je vous ai dit l'autre jour que le Thiers avait absolument décidé que l'offensive aurait lieu le 2 au matin. Il avait appelé le général Dubarail dans la nuit du 1er au 2 dans son cabinet de la préfecture de Versailles où il travaillait, et il lui avait dit: c'est pour demain. Évidemment, la question était de savoir si l'armée allait se lancer. C'était impressionnant, enfin c'était inquiétant, parce qu'on a vu comment elle s'était comportée dans Paris avec le 88e et d'autres régiments qui avaient mis la crosse en l'air, et maintenant on allait lancer les soldats français contre les Français. Alors qu'est-ce qu'ils allaient faire? Mais enfin, il semblait que ça allait assez bien, et Sorel, l'affreux petit Sorel, dans une lettre à un camarade qui s'appelait Hénard, lui disait: nous avons de l'artillerie, mais est-il sûr que nous aurons des artilleurs, c'est-à-dire pour faire tirer, quoi? Puis après, il avait ajouté: il semble bien, il avait ajouté ça le 30, il semble bien que maintenant l'armée prend une mine farouche. Favre, le 1er avril, va raconter ceci à propos du 1er avril. Séparée des contacts nuisibles, assujettie au travail, reconnaissante des bons traitements dont elle est l'objet, la troupe donnait le droit d'espérer qu'elle saurait obéir et se sacrifier. Pas mal le mot de la fin, hein, se sacrifier, parce que qui c'est la troupe? Avant tout, c'est des paysans. Des pauvres petits types qu'on a pris sur leur terre, vous savez, on leur a mis un pantalon rouge, car ils avaient un pantalon rouge déjà, et on leur a mis un chasse-peau dans les mains. Et ces types, on les charge d'aller se faire tuer et de tuer les autres au profit des privilégiés de Versailles. Ben, la question était de savoir s'ils allaient marcher, se sacrifier. Le même jour, 1er avril, Thiers va dire, à la tribune: achève de s'organiser une des plus belles armées que la France ait jamais possédées. Les bons citoyens peuvent se rassurer, la lutte sera douloureuse, mais courte. Oui, mais enfin, on était fort inquiets pour ce qui allait se passer, d'autant plus que le 30 mars, on avait fait ce qu'on appelle une reconnaissance offensive. Le général Gallifet, à la tête de quelques soldats, s'était avancé dans la direction de Courbevoie, et il s'était passé des choses inquiétantes. À savoir que quelques-uns de ces soldats avaient fraternisé avec les gardes nationaux, que Gallifet lui-même avait été entouré de gardes nationaux, mais comme le comité central et la commune avaient décidé de ne pas faire la guerre, on avait relâché Gallifet, on lui avait dit: écoutez, rentrez, on n'est pas des adversaires. Hein. Il y avait 2 ou 3 types au comité central qui auraient bien voulu se battre d'avant, enfin tout de suite, attaquer. C'est Eudes, c'est Duval, c'est Bergeret, c'est Brunel, et ils faisaient pression sur la commune qui refusait, elle, d'attaquer. Ils faisaient pression en disant: mais nous devons nous assurer l'avantage de l'offensive, et ils avaient décidé clandestinement de passer outre à la volonté de la commune et d'attaquer eux avant le 5 avril. Avant le 5 avril. Non, le 2 avril, l'opération est lancée par Thiers. Ben, je vais vous apporter un certain nombre de citations qui sont bien curieuses et qui vous montrent l'extrême inquiétude qu'avait le notable sur le comportement de l'armée. Déjà, vous vous rappelez, y aura-t-il des artilleurs? Et puis Thiers, dans ses notes et souvenirs, va dire: la troupe était parfaite ce jour-là, dès lors on ne douta plus d'elle. Ça veut dire qu'on avait beaucoup douté la veille. Favre: la partie était liée, on était sûr désormais qu'il n'y aurait plus de défaillance. Revue des Deux Mondes, le numéro suivant: maintenant que l'armée, par son attitude résolue, a pris parti pour l'Assemblée, les doutes sur le dénouement ont cessé. Le 3, à la tribune, le ministre intérieur, qui s'appelle Picard, va saluer avec ivresse cette magnifique armée de guerre civile, hein, qui, dit-il, défend aujourd'hui, avec autant d'intrépidité que de patriotisme, qu'est-ce que ce mot vient faire là? Autant d'intrépidité que de patriotisme, la cause de la France. Non, la cause de la France possédante. Et Sorel, le 5 avril, la ligne tiendrait-elle? Il importait absolument que le premier engagement fût un succès, et que le soldat traitât le Parisien en ennemi. Dieu merci, c'est ce qui est arrivé. Mais le plus beau, c'est ce que nous raconte le vicomte de Meaux. Vous avez plusieurs fois parlé de ce bonhomme. Le vicomte de Meaux, c'est le gendre du grand orateur catholique Montalembert, et il a laissé des souvenirs politiques qui ont paru au début de ce siècle, au début du XXe siècle, et dans lesquels il y a un épisode qu'il faut absolument que je vous rapporte tellement il est significatif. Il dit carrément: enfin, nous attendions l'issue de cette bataille engagée le 2, non sans inquiétude sur les dispositions des soldats. Et nous, un très grand nombre de députés, plus de 200 députés, nous étions massés sur l'avenue de Paris, guettant les nouvelles. Qu'est-ce qui allait se passer? Alors il raconte que comme ils étaient là, très anxieux, en disant: est-ce qu'ils ont marché, les soldats? Une calèche est passée. Dans cette calèche, il y avait le ministre du Commerce, qui sera bientôt ministre de l'Intérieur. Il s'appelait M. Lambrecht. Ce M. Lambrecht, Thiers l'appelait le sage des sages.
C'est vous montrer l'estime qu'il lui portait. M. Lambrèche revenait du théâtre des opérations. Et en passant à toute vitesse, dans sa calèche, sans doute pour aller rendre compte, pour aller trouver Thiers lui-même, voyant tous ces députés, il leur a lancé un mot qui était un véritable mot de libération, un mot de bénédiction. La meute a mordu. Je trouve que ce mot est inouï, et que monsieur le vicomte de Meaux ait osé le répéter, c'est la preuve de son inconscience. La meute, c'est un beau mot ça, hein, c'est un terme de vénerie, enfin c'est un mot de seigneur, c'est un mot de châtelain. Par conséquent, les petits soldats français, pour ces notables, qu'est-ce que c'est? C'est leur meute, c'est leurs chiens. Ben, il les avait lancés, les chiens, et effectivement, les chiens du reste dûment encadrés, il y avait des gendarmes devant et derrière, les chiens avaient mordu. Il faut savoir aussi que tous les prisonniers qu'on va faire, on va les trier, les prisonniers parisiens, on va les trier. Et comme il y a là un certain nombre de soldats, des anciens régiments de Paris, vous savez, 88e et les autres, qui étaient passés du côté de la Commune, on va exécuter sur place les soldats qu'on appelle des déserteurs. Léonce Dupont, qui est un brave type, c'est un Versaillais, qui était un témoin, va écrire ceci. Ceux qui restent après la bagarre, on les adosse contre une masure placée sur la droite, c'est au pont de Courbevoie, et on les passe par les armes. C'était une mesure de précaution à l'égard de certains soldats qui peut-être auraient eu un peu d'inquiétude à se dire on est en train de tirer sur des compatriotes. Vous voyez, ceux qui sont passés du côté de l'ennemi, on les fusille. Avis aux amateurs. Bon, alors c'était réglé. Il semblait que l'armée était bien en main, qu'on allait maintenant pouvoir assiéger Paris et faire mieux que les Prussiens, s'emparer de Paris. Mais il s'agissait aussi de régler une première question qui n'était toujours pas, à savoir la paix. Préliminaire de paix, c'était fait. L'Assemblée, le 1er mars, elle avait ratifié l'idée de base, à savoir la cession de l'Alsace et de la Lorraine, mais enfin, il y avait un certain nombre de conditions précises à régler. Le traité final, et dès partir du 24 mars, des négociateurs français avaient été envoyés par Thiers à Bruxelles, vis-à-vis de négociateurs allemands, et Thiers était extrêmement impatient. Il voulait que ça se fasse très vite. Monsieur Gabriel Hanotaux, qui est pourtant un écrivain extrêmement bien pensant, ne cachera pas que Thiers était d'une impatience extrême, qu'il bombardait de télégrammes les négociateurs français en disant « Allez-y, allez-y, faites le plus rapidement possible, signez ». C'est que les Allemands n'étaient pas pressés de signer. Et il faut bien comprendre leur politique, elle est intelligente et elle est très claire. Les Allemands sont tout à fait hostiles à la Commune. Pourquoi? Parce que la Commune a représenté au moins au début une idée de résistance, alors que de l'autre côté, les gens de Versailles, c'est leur 5e colonne, leur fameuse 5e colonne qui est réunie. Ils peuvent faire toute confiance à M. Thiers, à M. Jules Favre, aux généraux, toute confiance, tandis qu'aucune confiance à la Commune. Et si la Commune gagne, ça va compliquer pour eux la situation. Alors je vous ai rappelé, cette dépêche qui a été remise dès le 20 mars par von Fabrice, représentant permanent de Bismarck en France, à M. Jules Favre, en disant le gouvernement allemand considère comme un devoir rigoureux du gouvernement français de venir à bout le plus rapidement possible de la sédition de Paris. Du reste, Favre et M. de Falloux aussi vont témoigner de l'amitié qu'ils portent aux Allemands. Favre, le 10 avril, va dire « Les Allemands ne cessent de nous témoigner une confiance jamais démentie. » Et M. de Falloux « On ne saurait avoir conduite plus loyale que celle de la Prusse envers nous. » Mais je comprends bien. Le même Favre, dans son fameux discours du 21, l'épouvantable discours du 21 mars, dont je vous ai dit que c'était comme de la lave brûlante jetée sur les populations parisiennes, ce même Favre, se rendant à peine compte de ce qu'il dit, déclare « Le gouvernement de Versailles est là pour donner caution à l'Allemagne de notre solvabilité, puisqu'il y a non seulement l'amputation territoriale, mais une indemnité de 5 milliards que demandent les Allemands. Les Allemands savent que leurs 5 milliards, ils les toucheront, les Versaillais, alors que peut-être si c'était les insurgés qui gagnaient, ils ne les toucheraient pas. Donc Versailles est là comme garantie de la victoire allemande et du paiement d'indemnité. Seulement Thiers, il était demandeur constamment du côté des puissances de la puissance allemande, puisqu'il voulait être autorisé à avoir le plus possible de troupes. Je vous ai déjà dit 2 fois les chiffres, je vous les rappelle parce que c'est très éclairant. La convention d'armistice avait dit « Vous ne garderez dans Paris ou autour de Paris que 12 000 hommes ». Le 19 février, ces 12 000 hommes étaient transformés déjà en 40 000 hommes. Le 28 mars, ces 40 000 hommes étaient devenus 80 000 hommes. Thiers en veut 100 000 et quand il en aura 100 000, il en demandera 130 et 150 000. Vous pensez bien que les Allemands se font payer. C'est trop facile pour eux, c'est une situation en or. Les Français leur demandent des permissions supplémentaires. Ben d'accord, on va vous les donner, les permissions, ça leur rapporte du reste. Mais donnant, hein, alors vous allez nous donner des avantages. Si bien que le petit Sorel lui-même, enfin monsieur Sorel dont je vous ai dit assez que c'est un personnage tout à fait ami des Versaillais, Sorel avouera que chacun des avantages obtenus au profit de l'ordre social fut payé par un retrait sur le terrain diplomatique. Ça, on le sait en gros, hein, mais ce qu'on ne sait pas en détail, c'est ce que je vais vous dire maintenant. Comment Thiers va encore
accorder des avantages supplémentaires à l'ennemi. Que je vous rappelle d'abord en 2 mots ce qui s'était passé dans la première entrevue entre Thiers et Bismarck, lorsqu'à la veille du 1er mars, on avait conclu les préliminaires de paix. Vous vous rappelez que les Allemands étaient fort inquiets parce qu'il y avait une conférence des neutres réunie à Londres, que ces neutres, sous la pression britannique, essayaient d'empêcher les Allemands de s'accroître d'une manière excessive, que ces neutres ne voyaient pas d'obstacle à l'abaissement de la France, mais voyaient un obstacle en revanche à un déséquilibre européen provoqué par un accroissement territorial excessif de l'Allemagne. C'est pourquoi il y avait moyen, en négociant, habilement, en s'appuyant sur ces neutres, il y avait moyen de conserver Metz à la France. Or, vous savez aussi que Thiers ne voulait pas que Bismarck fronçât les sourcils. Il avait terriblement besoin de Bismarck, précisément pour venir à bout de Paris, comme il disait. Et alors, pour faire plaisir à Bismarck, il avait neutralisé les Anglais. Il leur avait coupé l'herbe sous les pieds, il les avait court-circuités, comme je vous ai dit, et il avait conclu à l'abandon de Metz avant qu'une pression diplomatique sérieuse ait pu se produire. C'est la seconde fois, vous avez-je dit, que Thiers, le grand patriote Thiers, rendait d'immenses services à l'Allemagne contre la France. Bon, on en était là, les Allemands avaient rendu Belfort pour avoir Metz, ils le tenaient bien. Mais ils sont prodigieux, ces Allemands. Leur coup de mâchoire est remarquable. Et Bismarck va procéder avec un cynisme incroyable. Comme il sait que M. Thiers est demandeur, et je vous l'ai assez dit, Thiers demande tout le temps des soldats complémentaires, alors il va lui dire ceci: écoutez, on vous a rendu Belfort, mais il faudrait nous donner une compensation. Ça, c'est gentil de demander une compensation pour Belfort, puisque Belfort, restitué, lui valait Metz, ce qui était bien autre chose. Non, mais quand même, on a été extrêmement généreux à votre égard, alors nous demandons maintenant une rectification de frontière autour de Sainte-Marie-aux-Mines. Et écoutez bien, ce que Thiers aura l'aplomb, je dis aplomb parce que je suis bien élevé, enfin je devrais dire le culot, de nous raconter dans ses notes et souvenirs. Écoutez, le roi Guillaume nous demanda 4 petits villages sur la limite de la Lorraine où se trouvaient enterrés 8000 soldats prussiens. Point. Nous respectâmes ce témoignage religieux du monarque à l'égard de ses soldats. C'est tout ce qu'il va dire à la postérité. Il y avait 8000 Allemands enterrés là, on voulait 4 petits villages. Il ne donnera pas le nom des petits villages. Et le principal village, c'est Sainte-Marie-aux-Mines. Et Sainte-Marie-aux-Mines, c'est terriblement intéressant pour les Allemands parce qu'il y a le sous-sol d'une part, et puis qu'il y a des hauts fourneaux installés. C'est-à-dire un vaste complexe industriel qui est là, sol et sous-sol, que les Allemands veulent avaler. Eh bien, Thiers va marcher. Il est vrai qu'il est tout à fait disposé à le faire d'avance parce qu'il était terriblement impatient, je vous l'ai dit, des négociations qui traînaient, et qu'il avait fini par dire à Favre: écoutez, allez-y vous-même et réglez ça en 2 temps 3 mouvements. Favre était parti, et il ne pouvait pas passer par Paris naturellement. Il avait demandé qu'on lui fabriquât un train, qu'on lui préparât un train spécial. Et M. de Franqueville, qui dirige les chemins de fer, qui est un homme intelligent, avait dit à Favre: vous savez, c'est inquiétant, un train spécial, on va voir sortir ce train de Paris, train spécial, on va se dire c'est pour qui? Non, un train ordinaire. Mais il y aura tout un wagon qui vous sera réservé, et vous monterez bien sûr en dehors de Paris à Pantin. Pantin, c'est déjà dans la zone d'occupation allemande. Il va se produire un incident que je trouve assez jovial, c'est que quand Favre, plus ou moins déguisé, enfin ne se montrant pas, cachant sa barbe, va essayer de monter dans le train à Pantin, il a été reconnu par un certain nombre de Parisiens ou de banlieusards qui commencent à le houspiller. Et il faudra appeler la garde prussienne, la garde allemande de Pantin, pour que M. Favre puisse monter sans Orion dans le compartiment qui va l'emmener jusqu'à Francfort, où il va ajouter encore à la cession territoriale française. Et avec, je ne sais pas s'il faut dire cynisme, enfin une stupidité incroyable, M. Favre va écrire ceci dans son récit. Lorsque j'arrivai à Francfort, je dis au chancelier: cherchons, dans la signature immédiate de la paix, une nouvelle force pour réduire Paris au plus vite. Ce que vous avez remarqué, le cherchons, c'est-à-dire nous deux, nous sommes d'accord, vous et moi, nous avons besoin, vous comme moi, de réduire Paris au plus vite. Et il ajoute, avec candeur: le prince de Bismarck goûta cet avis et me félicita cordialement d'avoir ainsi prévenu toute complication. Vous pensez s'il peut goûter cet avis, Bismarck, il n'a qu'à se frotter les mains, il dit: mais c'est magnifique, le type arrive dans les plus excellentes dispositions, il accordera tout ce que je vais lui demander. Favre s'est fait accompagner du nouveau ministre des Finances qui s'appelle Pouillet-Quertier, qui était un prodigieux industriel de Rouen, un protectionniste naturellement, très bien avec Monseigneur de Bonnechose, l'archevêque de Rouen. Seulement il a oublié que Pouillet-Quertier a des actions dans Sainte-Marie-aux-Mines, en particulier dans les forges de Villerupt qui sont à côté. Alors Pouillet-Quertier va froncer les sourcils et va dire: écoutez, donnez Sainte-Marie-aux-Mines si vous voulez, mais Villerupt, ça non, c'est mon affaire, enfin, je gagne de l'argent avec ça, je ne veux pas. Et Bismarck, qui est assez beau joueur et qui aime le cynisme, regardera en souriant Pouillet-Quertier et dira: bon, on vous le laisse.